On va attaquer une présentation que je vais essayer de ne pas faire trop longue. Le conflit russo-ukrainien dans le cyberespace. Avec un premier élément, on a beaucoup entendu parler de cyberguerre, de tout un tas de mots. Les mots ont un sens. Donc là, on n'est pas dans une cyberguerre, on est dans l'utilisation d'une arme cybernétique dans le cadre d'un conflit armé. Au même titre, c'est le 5e espace de bataille, au même titre que l'infanterie, la marine et l'armée de l'air. Alors, on va parler des actions pro-russes, des actions pro-ukrainiennes, et puis après ça, je vous présenterai quelques faits marquants, l'impact des sanctions, puis on fera un bilan. Alors, dans les actions pro-russes, le conflit a commencé dans le cyberespace avant le conflit armé, pour rappel, 23 février 2022. Et donc, on va avoir des premières actions où les Russes vont tenter de déstabiliser l'Ukraine avec une première opération de défacement de 22 sites web gouvernementaux, enfin d'agences gouvernementales ukrainiennes. En fait, ils ont utilisé une vulnérabilité qui n'avait pas été corrigée sur un outil de génération de sites web et ils ont en parallèle fait une attaque par déni de service distribué et donc pour bloquer les portails web de ces 22 agences. 5 malwares spécifiques développés par les Russes pour attaquer l'Ukraine. Donc le premier, Whispergate, découvert le 15 janvier par Microsoft, Hermetic Wiper le 22 février, et Isaac Wiper et Caddy Wiper après, je vous parlerai du 5e un peu plus tard. Ces malwares-là, développés spécifiquement, alors on parle de Wiper tout simplement parce que l'objectif de ces malwares est d'effacer le contenu des ordinateurs ciblés. Et donc on a constaté en utilisant ils sont tous différents les uns des autres, ils n'utilisent pas les mêmes technologies, ils n'ont pas été faits par les mêmes, c'est pas les mêmes développeurs qui sont derrière. Ils sont assez puissants dans le sens où, pour certains, ils se déploient par GPO, donc ce qui veut dire que les Russes avaient déjà, avant le conflit, intégré les infrastructures ukrainiennes, notamment les Active Directory, déposé les malwares de manière dormante et les ont activés à la demande après. Les malwares en question effacent les disques durs, effacent les fichiers, effacent la MBR. Pour certains, vont faire croire à des ransomware et donc vont demander une rançon, on ne sait jamais, ça aurait pu fonctionner. Et pour les plus vicieux, ils vont redémarrer l'ordinateur, ce qui fait qu'une fois que l'ordinateur est démarré, on ne peut rien récupérer. Autre attaque ciblée, lancée dans la nuit du 23 au 24 février. Donc la société Viasat qui commercialise des satellites KSAT, qui sont des satellites qui permettent de se connecter à Internet. Et donc, ils ont déployé un malware spécifique qui s'attaquait aux modems, des modems sous des Linux embarqués. Et les modems en question étaient inactivés, wipés de la même manière. Donc, on effaçait le contenu des modems, ce qui fait que l'interface entre le modem faisant interface entre le satellite et l'ordinateur qui se connecte à Internet ne fonctionnait plus. Il se trouve que Viasat fournissait l'armée ukrainienne en connexion à Internet. Donc c'était un moyen de couper les moyens de communication de l'armée ukrainienne. Ça a eu des impacts sur d'autres équipements, puisque l'Allemagne s'est retrouvée avec ses éoliennes sans connexion. Ça a touché pas mal d'internautes en France aussi, en Grèce, en Hongrie, en Pologne. On a appris un peu plus tard qu'en fait, il y a eu une enquête assez poussée faite en collaboration entre la NSI et la NSA pour découvrir ce qui s'était passé. Le wiper s'appelait Cosmo Wiper. L'armée française utilise également ce système de réseau satellite pour communiquer, et donc l'armée a annoncé qu'il n'avait pas été impacté par cette attaque-là et que ça n'avait pas eu d'impact sur les moyens de communication. Le 5e malware dont je vous parlais tout à l'heure, 00 Wiper, donc là pareil, on efface le disque dur et on redémarre l'ordinateur à la fin, ce qui fait que le système est complètement inaccessible. Les Russes avaient tenté d'autres attaques sur le système électrique ukrainien, notamment entre Noël et le jour de l'an en 2019. Eh bien, ils ont recommencé. Alors là, on va avoir une double attaque, à la fois à partir d'Industrier, qui est un malware qui cible les systèmes industriels de stations électriques, et le malware Caddy Wiper dont on a parlé juste avant, qui lui va cibler les ordinateurs qui pilotent ces équipements-là. Et donc ils vont tenter de mettre hors d'état de fonctionnement le système électrique ukrainien. Ça a été révélé par le site ukrainien, on ne sait pas quelle était l'ampleur de la réussite ou pas. Apparemment ça n'a pas marché aussi bien que ça avait été le cas en 2019.
Alors, on parle beaucoup de souveraineté. Loïc en a abordé tout à l'heure aussi. Les Russes ont un très fort focus sur la souveraineté, et ils l'emploient, y compris sur le terrain. Et donc, quand ils ont pris la ville de Kherson, alors il y a eu le cas dans d'autres villes, mais on l'a surtout détecté à ce niveau-là. En fait, on a contacté que Kherson a été complètement coupé d'Internet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont désactivé le FAU ukrainien qui alimentait Kherson en Internet. Ils ont, dans la nuit, transféré ça sur un de leurs fournisseurs d'accès qui s'appelle Rostelecom. Et le lendemain matin, en fait, Internet est redevenu fonctionnel dans la ville de Kherson. Sauf que quand on faisait les traces routes, en fait, on se rend compte qu'on passait par l'opérateur russe au lieu de passer par l'opérateur ukrainien. Donc maîtrise de l'information de bout en bout, y compris dans les villes assiégées. Quand on regarde les actions ukrainiennes, pro-ukrainiennes, pareil, elles vont commencer avant le conflit, avec une première action de l'armée, d'une armée activiste, entre guillemets, biélorusse, qui va s'attaquer à l'équivalent de la SNCF en Biélorussie pour arrêter les trains et justement empêcher les Russes de transférer leurs troupes au travers de la Biélorussie pour les amener à la frontière ukrainienne. Et donc, ils vont réussir à bloquer les trains et donc ralentir le déploiement des troupes russes. 26 février, 2 jours, donc on est le samedi, l'attaque de la Russie a eu lieu en Ukraine dans la nuit du mercredi au jeudi. Le ministre du numérique ukrainien annonce la création d'une armée IT, d'une IT Army, ce qui est une première ce qui est assez extraordinaire comme idée. Donc en fait, il va faire appel à tous les volontaires dans le monde entier pour les aider et les soutenir avec des actions. Donc en fait, ils vont communiquer sur Twitter, ils vont créer un fil Telegram. Et en l'espace, donc le samedi soir, ils étaient 90 000 souscrits à Telegram. Ils sont montés à plus de 300 000. Et je regardais tout à l'heure, ils sont à 200 000 aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des listes de cibles à attaquer en Russie. Et tous les volontaires, ils ont un site web où ils donnent des outils pour y arriver. Et tous les volontaires dans le monde entier peuvent répondre aux demandes du ministère numérique ukrainien pour les soutenir et attaquer la Russie. Ça amène d'autres problèmes puisque du coup, les pirates ukrainiens et russes vont faire des appels aux hackers dans le monde entier, avec des conséquences. Notamment, il y a eu plusieurs alertes en France en disant attention, d'abord, il y a eu pas mal de Français qui ont dit tiens, on va donner un coup de main, c'est illégal. Et surtout, les Russes sont bons en cybercriminalité. Et donc, le hackback russe vers les Français. Et donc là, à droite, vous avez une liste qui a été publiée de pirates français qui soutenaient la Russie. Eux, ils se mettent en danger. Donc, non seulement c'est illégal, mais en plus, ils se mettent en risque. Les actions pro-ukrainiennes vont prendre des formes diverses et variées. Et donc, les Anonymous vont faire énormément de brouillage radio pour empêcher l'armée russe de communiquer. Et petit trait d'humour, au lieu de faire un brouillage standard, eh bien, ils vont faire un brouillage de telle manière à ce que la fréquence affiche leur masque. Une manière de signer. Autre moyen d'action que les Anonymous vont mettre en place, un site web. Ils vont voler des bases de données de SMS, de téléphones portables en Russie, et ils vont mettre en place un site web. Et en fait, il suffit de cliquer sur le site web, sur la petite roue là. Ça sélectionne un numéro de téléphone au hasard en Russie et ça envoie automatiquement un SMS. Alors après ça, ils vont aller jusqu'à envoyer des mails automatiquement. Enfin voilà, ils vont annoncer avoir plusieurs centaines de millions de mails et de SMS envoyés au bout de quelques semaines. Autre type d'action qu'on va trouver, alors ça c'est un chercheur en cybersécurité qui a trouvé une vulnérabilité dans un équipement SCADA vendu par une société russe qui s'appelle Tekon.ru. Et en fait, il va publier cette vulnérabilité. Et dans la foulée, alors ça a duré, les copies d'écran, j'ai eu du mal à les faire parce que ça a duré quelques minutes. Tous les pirates qui ont eu le truc se sont connectés sur les équipements en question qui étaient en libre accès sur Internet, faire un défacement de la page d'accueil d'administration de l'équipement en question et changer le mot de passe d'administration, ce qui fait que tous ces équipements-là sont devenus inaccessibles en quelques minutes. Les Anonymous, au départ, ont ciblé spécifiquement la Russie. Et très vite, ils se sont rendus compte, ils ont élargi le champ de leurs menaces. Ils ont commencé par menacer l'OTAN et l'Union européenne en partant du principe que l'OTAN et l'Union européenne n'agissaient pas suffisamment, à leurs yeux, n'étaient pas suffisamment efficaces dans leur action contre la Russie. Et après ça, ils ont entendu leur action à toutes les entreprises occidentales qui avaient encore des activités en Russie, en ciblant spécifiquement ces entreprises-là. Les pirates vont se battre entre eux.
Et donc les Anonymous aussi vont attaquer Killnet, qui est un groupe de pirates russes, hein, et faire un leak de leurs données. On va avoir aussi des actions alors là, qui vont avoir un impact important, puisque le 9 mai, c'est le jour de la grande victoire, c'est une grande fête en Russie. Et toutes les télévisions russes qui rediffusaient le défilé vont avoir des messages politiques dénonçant la guerre, le conflit en Ukraine. Hein, et même les noms des chaînes avaient été modifiés, les messages s'affichaient sur les chaînes de télévision. Enfin, ça a touché toutes les chaînes de télévision russes. Et puis, dernière action d'ampleur. Alors, il y en a eu plein d'autres, hein, mais celle-là est un peu marquante, puisque les Anonymous, alors là, ce n'est pas un piratage, mais ils ont utilisé une vulnérabilité d'une application de Yandex, qui est l'équivalent de Google en Russie, et cette application de réservation de taxi, et ils ont commandé tous les taxis disponibles pour se rendre au même endroit sur une des avenues principales de Moscou, provoquant un embouteillage massif. Quelques autres faits marquants. Les États-Unis, 1er mars 2022, vont renforcer avec un texte de loi qui va être voté à l'unanimité dans les deux chambres, ce qui est assez très très rare. Un texte de loi qui tend à renforcer la cybersécurité aux États-Unis. Alors, ça a été annoncé le 9 mars par la Financial Times. Les Américains ont mis du temps à l'officialiser après, mais on va apprendre qu'en fait, dès octobre 2021, l'US Cyber Command va envoyer des équipes de militaires et de civils en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens. Et ils vont détecter déjà, dès octobre, un certain nombre de malwares prépositionnés et qui pouvaient attaquer l'Ukraine. On a parlé tout à l'heure de NSO, je vais passer vite parce que le temps passe plus vite que prévu. Pegasus, l'Ukraine a cherché à l'acquérir, mais Israël a refusé. Voilà, bon, je vous laisserai lire, il y a des impacts avec la Russie. Les Chinois, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici. En fait, les Chinois, c'est les opportunistes. Alors, un coup, ils ont attaqué la Russie, et là, dans la foulée, ils ont attaqué les Ukrainiens. Après tout, il n'y a pas de raison, on attaque les deux. La Russie, au même titre que les Russes, vont renforcer aussi, pareil, avec un décret du président Poutine, le 1er mai, leur cybersécurité. Hein. Et puis, dernier fait marquant qu'on peut soulever, c'est finalement, ça touche plein de domaines. Wikipédia, qui va se retrouver au cœur d'un conflit judiciaire pour des informations soumises dans certaines pages de Wikipédia qui ne plaisent pas aux Russes. Les sanctions et leur impact. Facebook, Twitter interdit en Russie, ce qui va pousser Twitter à publier très rapidement une infrastructure sur le réseau Tor. Et donc les Russes qui voudraient dénoncer la guerre peuvent communiquer sur Twitter, sur le réseau Tor. On va avoir aussi des impacts qui va poser des questions de souveraineté numérique avec certaines sanctions qui vont être prises. MongoDB, qui est une base open source énormément utilisée, va fermer toutes les bases de données qu'ils ont en Russie, et ils vont effacer, non seulement fermer les contrats qu'ils ont avec eux, mais effacer le contenu des bases de données en question. On va avoir aussi, alors ça c'est HackerOne, c'est un des leaders mondiaux du bug bounty, qui eux vont sanctionner leur hunter russe et leur hunter ukrainien de manière unilatérale, tout en spécifiant officiellement qu'ils soutiennent l'Ukraine. On va avoir aussi des conséquences en France, hein, puisque le ministère de l'économie français a sorti un certain nombre d'arrêtés suite aux sanctions européennes, avec des questions qui se posent sur quid de l'usage de Kaspersky, quid de l'usage de Nginx. Nginx, c'est le serveur web le plus utilisé au monde, et c'est un projet open source qui est russe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il y a eu d'autres cas de ce type-là. Twitter, qui va suspendre le compte de l'IT Army. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, parce qu'a priori, il n'y avait pas de légitimité à le faire. Twitter a toujours dit qu'ils étaient pro-ukrainiens, mais ils ont suspendu. Donc là, je vous ai mis des copies d'écran. Ça a provoqué une levée de bouclier sur Internet. Et puis enfin, dernier fait majeur, je vous ai parlé de Yandex tout à l'heure. Yandex, c'est vraiment l'équivalent de Google. Et ben, le PDG est obligé de démissionner suite à une accusation nominative dans une décision de sanction de l'Union européenne. Si on veut faire un bilan de tout ça, on va voir qu'au niveau des forces en présence, on se retrouve avec une liste à peu près exhaustive des groupes de pirates russes qui vont cibler l'Ukraine et qui sont quasiment tous affiliés officiellement au gouvernement russe. À noter que ces groupes-là existent depuis très longtemps. Les plus anciens datent de 2004. Donc les Russes ont un historique très fort dans le domaine. Côté ukrainien, on n'a pas des choses aussi organisées. On va se retrouver avec les Anonymous qu'avec plusieurs groupes d'Anonymous. On va avoir
un groupe qui va apparaître avec Blue Hornet que je vous ai mis en exergue, qui s'appelle Against the West, AWT, avec plusieurs groupes de pirates qui vont se mettre derrière. Conséquence directe aussi, en vert, vous avez toutes les alertes émises par le CERT ukrainien, donc l'équipe gouvernementale de réponse à incidents ukrainien en 2022. Et je vous ai mis aussi, alors ça passe très mal à l'écran, c'est dommage, ils en avaient fait 11 en 2021 et pour comparer, en France en 2022, le CERT-FR a publié 14 alertes. Donc ça a un gros impact pour l'Ukraine. Au final, on se retrouve à la fin avec à peu près 80 groupes de pirates qui vont se battre l'un contre les autres, en fait, pro-ukrainiens, pro-russes, avec à peu près moitié-moitié pro-ukrainiens, moitié pro-russes. Les 5 inconnus, c'est ceux qui visent, c'est les Chinois. Là, vous avez un détail. Enfin, on ne sait pas pour qui ils sont, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont inconnus. Je vous ai mis un détail ici. Le bilan complet des groupes qui... Alors, c'est une timeline. Un des groupes qui ont été actifs, donc en pro-Ukraine, pro-russe et les groupes chinois. Et pour finir, en fait, ce qu'on peut noter de tout ça, c'est que les cyberattaques en Ukraine ont été destructrices. Elles auraient été contrées, mais elles auraient pu être beaucoup plus graves que ça. Et heureusement, il y a eu des contrées. On note aussi que la guerre, elle n'est pas uniquement dans le cyberespace, puisque une des premières actions que les Russes ont fait, c'est de bombarder les data centers ukrainiens. Et donc, une fois qu'on a bombardé les data centers, ils ne fonctionnent plus, on n'a plus d'accès à l'information. Et réponse ukrainienne, quelques jours avant, les gouvernements ukrainiens et les banques ukrainiennes avaient regardé l'intégralité de leurs données sur les data centers de Microsoft et d'Amazon. Petit point intéressant aussi, la création de l'IT Army of Ukraine. Donc voilà, une grosse professionnalisation côté russe, une réponse un peu moins professionnelle, un peu plus disparate, mais tout aussi efficace côté ukrainien. Et voilà pour cette présentation.